Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Dragon Street Photography. Je suis David, photographe de nature et voyage, et aujourd'hui je vous propose de voir les nouveautés On One Photoro 2024. Tout d'abord, avant de commencer, je vous invite sur mon blog des logiciels photo que j'utilise, comme On One Photoro et Capture One. Vous trouverez donc les formations. La formation Capture One est tout récemment mise à jour et On One Photoro ne va pas tarder, quelques jours après cette vidéo. Vous trouverez aussi les derniers articles sur les logiciels que j'utilise, et notamment DxO Puro 3.7, tout récemment mis à jour. Je vous invite aussi à visiter mon blog Nature et Voyage, sur lequel vous trouverez mes derniers articles et derniers voyages. Sans plus attendre, passons sur On One Photoro 2024 et ses nouveautés. La première chose qu'on va remarquer en ouvrant le nouveau On One Photoro 2024, c'est déjà les performances qui ont été très fortement améliorées. Et ensuite, c'est la nouvelle interface beaucoup plus moderne et, j'avoue, beaucoup plus sympa. Alors, quelles sont les nouveautés de cette interface 2024 ? La première chose qui saute aux yeux, c'est une interface plus épurée. Nous avons déjà beaucoup moins et plus rien sur la droite en termes d'icônes. Donc nous n'avons plus les raccourcis directs pour ouvrir les différentes images sous forme de couches, HDR ou timelapse, etc. Maintenant, tous les icônes qui étaient à droite se retrouvent ici dans les trois petits points. Alors j'ai laissé mon interface en anglais parce que les traductions étant de machines par intelligence artificielle, c'est pas terrible du tout. Pour moi, c'est beaucoup plus clair en anglais. Donc je vous aiderai par rapport au français. Donc les trois petits points, c'est plus. En cliquant sur plus, vous pouvez directement passer avec l'image qui est sélectionnée dans l'onglet développement du module d'édition, des ajustements locaux, changement de ciel, portrait, effet, rééchantillonnage. Et ici, vous avez donc du coup les modes de fusion. Donc fusion, donc ouverture par couche, HDR, panorama, focus task, timelapse, exporter et imprimer et partager. Donc tout ça était à l'origine sur le côté droit maintenant. Donc maintenant, dans cette interface épurée, nous avons directement le module navigation et le module d'édition. Donc soit en double-cliquant, on peut le régler pour passer en zoom, comme ceci. Je rappuie sur la touche G pour revenir en mode grille. Soit on peut cliquer le programmer pour, quand on double-clique, passer directement dans le module édition. Moi ici, je l'ai programmé pour le mettre en zoom, donc pour tenir dans le cadre de l'image, de mon logiciel. Et quand je clique sur le bouton Edit, je passe directement en mode édition. Voilà, je vais revenir dans le mode Browse, navigation. Et comme vous pouvez le constater, il saute d'un module à l'autre extrêmement rapidement, beaucoup plus vite que ça l'était auparavant. Dans les autres changements de cette interface, nous avons toujours les petits icônes en bas, mais nous avons perdu le petit bonhomme avec la roue dentée qui vous permettait d'aller directement dans les préférences logicielles. Donc maintenant il faut passer, et à la limite c'est pas plus mal, on n'a pas besoin de 36 raccourcis. Quand nous allons donc dans On One Photoro sur Mac, nous allons cliquer sur préférences et vous pouvez ouvrir les préférences. Donc comme vous pouvez le constater, tous les paramétrages d'On One Photoro sont ici. Vous pouvez choisir la couleur d'arrière-plan, la taille du texte, donc la police, taille de la police, et comment vous souhaitez double-cliquer dans Browse. Voilà, vous pouvez cliquer ici pour ouvrir dans Edit. Donc par exemple, maintenant, si je double-clique dessus, je passe dans le module Édition. Voilà, donc vous pouvez paramétrer ça comme vous le souhaitez. Donc si en double-cliquant, je passe dans le module Édition, le moyen de voir mon image en grand, c'est d'utiliser les raccourcis. Donc là, ici, nous avions une liste de petits icônes. Maintenant, on a les deux plus importants. Et donc, quand vous cliquez dessus, vous passez en mode fit, donc en mode s'adapte à la taille du logiciel. Voilà, donc normalement, le raccourci, c'est G pour grille et E pour le mode loop. Et vous pouvez bien évidemment passer en mode loop avec le film strip en dessous. Passer en mode comparaison. Donc si je prends deux images comme ceci, voilà, vous avez toujours le mode comparaison avec le touche C qui est caché. Et vous avez ici le module map avec la touche de raccourci M. Si je clique sur G, je reviens sur ma grille. Voilà, donc nous n'avons rien perdu. Il n'y a aucune fonction qui a été supprimée dans OnePhoto. Ça a été juste
un peu réorganisé pour que ce soit plus confortable et plus épuré. Nous avons toujours la glissière pour agrandir les images. Et nous avons ici un moyen, un raccourci pour sauter des différents dossiers. Donc je peux passer des dossiers récents à un autre. Je peux directement passer dans mes favoris et je peux passer à retrouver mes fichiers récents. Donc ça c'est un raccourci exactement à l'image de Lightroom finalement. Et nous allons retrouver au sommet donc de la grille maintenant le système de filtration qui était à l'origine en bas. Pour dans quel ordre dérouler ces images, donc l'ordre d'affichage. Nous retrouvons cet ordre d'affichage ici. Donc là, il est réglé par nom de dossier et ascendant. Donc les noms de dossiers qui vont en progression, donc de 97, 98, 99, 100 et ainsi de suite. Voilà, donc on peut régler tout ça ici. Le système de filtration, maintenant, nous avons ici donc différents moyens de filtration par texte, attributs, les visages et les métadatas, les métadonnées. Donc par texte, on peut bien évidemment choisir les textes de capture, de description, tout type de texte, le nom, le titre ou les mots-clés que nous avons donc dans la liste des mots-clés si nous avons assigné des mots-clés à nos images, qui contient ou ne contient pas, et ici vous rentrez votre texte. Par exemple, si je mets 0,97, voilà, il me sélectionne les 3 images qui ont le nom avec 0,97 dedans. Ici, je fais la petite flèche pour réinitialiser, voilà. Et je peux cliquer sur non pour supprimer tout type de filtration. Donc nous avons nos filtrations texte, nous avons la filtration attribut, donc par exemple les images avec le label rouge, les images avec 2 étoiles plus ou moins, plus de 2 étoiles ou égal à 2 étoiles. Donc comme vous pouvez le constater, ici j'ai les 3 étoiles et les 2 étoiles, voilà. Et il n'y a pas une seule étoile. Donc si je mets les 3 étoiles, il va me filtrer encore un peu plus. Si je mets 4 étoiles, encore un petit peu plus. Et 5 étoiles. Si je fais strictement, si je clique dessus long et je fais moins que 5 étoiles, il va me donner bien sûr tout. Si je mets moins d'1 étoile, il va me donner toutes celles qui n'ont pas d'étoile. Voilà. Et je peux mettre bien sûr égal à 2 étoiles strictement. Voilà. On peut toujours réinitialiser avec la petite flèche courbée. On peut aussi choisir les photos rejetées, les photos sélectionnées, les photos neutres, et ainsi de suite, les labels. Éditer, développer avec des effets, avec recadré ou non, les ajustements locaux ou non, avec des portraits, avec différentes couches, etc. Donc le système de filtration est plutôt très puissant. Et avec le type de photo, des versions, si jamais nous avons des versions virtuelles, donc des images, des copies, et les versions vidéo. Nous avons les visages, avec 1, 2 ou 3 visages, le type, homme, femme, et avec le type enfant, jeune, adulte, etc. Donc ça, c'est filtration par intelligence artificielle. Et les métadonnées, donc avec la possibilité de déterminer si nous souhaitons suivre toutes les règles, seulement une des règles. Donc cela veut dire que si dans, par exemple, dans toutes les paramètres qu'il y a ci-dessous, contient par exemple le terme 0,97. Voilà. Dans les métadonnées, il me redonne encore les 3, puisque c'est dans les titres. Mais je peux demander d'ajouter, ici avec un petit plus, d'ajouter un qui a été édité avec le développement. Il n'y en a aucune. Voilà. Si je fais maintenant un des deux, il va me ressortir mes images, soit qui ont été développées, soit qui s'appellent en 0,97. Donc c'est l'un ou l'autre. C'est pour ça que je vais me retrouver avec 0,02, 96 et les 97. Si je supprime le texte 97, il va me ressortir que celles qui ont été développées.
voilà, ont été développés est vrai. Voilà, donc c'est vraiment les filtrations des systèmes de base de données classiques. Voilà, donc ça peut être extrêmement puissant et il ne faut pas hésiter à explorer puisque, comme vous pouvez le constater, dans OnePhoto Photo, comme nous pouvons utiliser les calques et qu'on peut utiliser différents onglets dans le module édition, hein, pour rappel, vous avez les différents onglets ici, eh bien, on peut justement sélectionner si ça a été travaillé dans un onglet ou non. Donc ça, c'est propre à la filtration OnePhoto Photo. Si je clique sur non, je reviens au point de départ. Alors, tout ce système de filtration fonctionne avec, en amont, dans le dossier récent, toujours chercher dans le dossier capture, parce que ici je suis dans le dossier capture, comme vous pouvez le voir en bas, localisation, c'est dans mon dossier capture, donc mon dossier capture qui est ici, voilà, mon dossier capture qui est là, voilà. Ici, cherchez dans toutes les photos connues, cherchez dans les catalogues, les dossiers de catalogue. Donc ici, Browse dans Navigation. Je suis ici sur mon disque dur et je navigue dans mon disque dur. Donc je retrouve tous les fichiers, même ceux qui n'ont pas de photos, qui ne m'intéressent pas. Et je peux bien évidemment aller dans Catalogue. Donc ici, je retrouve mes dossiers catalogués. Donc je peux très bien cliquer droit sur Capture et transformer mon dossier, Make Catalogue Folder, transformer ce dossier en catalogue. Et il va se retrouver ici dans le catalogue. Et à partir de ce moment-là, les métadonnées et toutes les données seront dans la base de données et je pourrai utiliser des recherches encore plus puissantes et combinées. Parce que ici, je ne l'ai pas présenté comme ceci, mais je peux très bien chercher un titre qui contient 0,97 comme tout à l'heure et je peux ajouter quelque chose qui est plus d'une étoile. Et j'en ai pas. Si j'enlève 0,97 et je cherche une étoile ou plus, voilà toutes les étoiles ou plus. Maintenant, je peux faire toutes les étoiles et rouge. J'en ai pas. Et verte, voilà, j'en ai. Donc toutes à plus d'une étoile et verte. Voilà, donc ça, je peux supprimer texte et puis je peux ajouter une métadonnée qui va être... eh bien, on va faire 0,97 comme tout à l'heure. Voilà, donc là, je n'ai pas d'image qui a une étoile et qui a un label vert et qui a 0,97. Je vais mettre l'un ou l'autre et là, je vais avoir beaucoup plus d'images. Donc, c'est soit une étoile avec le label vert, soit qui s'appelle 0,97. Donc, évidemment, j'ai beaucoup plus d'images pour le coup. Donc là, j'ai combiné mes filtres avec les attributs et les métadonnées. Et on peut bien sûr rajouter texte et rajouter les visages. Donc vous pouvez créer un système de filtration plutôt complexe. Tout réinitialiser avec les petites flèches, ici toujours pareil. Et après on clique sur None pour annuler les recherches. Voilà, maintenant vous avez des presets de filtration qui sont ici, qui sont déjà enregistrés. Donc les images cataloguées, cliquez directement, j'en ai aucune. Et les filtres de 3 étoiles, voilà. Donc ça c'est toutes mes images qui sont égales à 3 étoiles. Les images qui sont rouges et vertes, ou vertes. Donc là, c'est moi-même, comme vous pouvez le constater, on peut faire différentes recherches avec des images combinées. Donc là, je les ai additionnées. Donc ça, c'est mes presets moi-même que j'ai enregistrés. Rouge, jaune ou verte. Et avec les photos éditées. Voilà, donc ça, c'est les préenregistrés. Et si donc vous avez fait un système de filtration selon votre workflow qui vous correspond bien, vous pouvez tout à fait l'enregistrer ici en sauvegardant mon style de recherche et vous donner un nom. Et votre style de recherche va se retrouver comme les miens ici dans rouge-vert, rouge, jaune et vert. Le reste étant fourni par défaut avec OnePhoto Photo. Voilà, je crois que nous avons fait le tour des nouveautés de cette interface pour l'instant. Passons maintenant dans le module Edit avec une des plus grandes nouveautés, des plus intéressantes sur cette version 2024. Alors avant d'attaquer directement Brillance AI ici qui est la plus grande nouveauté
en termes de développement d'On1 Photoro. Un petit rappel sur l'interface ici, on retrouve toujours le module navigation édition, le petit plus avec les accès directs d'export, etc., que nous n'avions pas auparavant dans le module d'édition. Et nous avons maintenant des zones simplifiées ici, c'est-à-dire qu'avant nous avions plusieurs pinceaux. D'ailleurs, ça a tendance à être troublant parce que maintenant on a un pinceau qui fait toutes les actions. Parce qu'avant nous avions le pinceau de portrait, le pinceau de masquage, le pinceau d'effet, etc., etc. Et donc la baguette magique là ici qui utilise l'intelligence artificielle avec le repérage des régions. Voilà. Et donc ici, donc, il n'y a pas trop de changements, il y a juste une simplification de la quantité des pinceaux. Nous avons aussi une meilleure présentation des presets ici aussi à gauche, qui est plus sympa. Et donc, nous avons, et surtout, Brillance AI, qui est la grande nouveauté. Donc, quand je clique dessus, il va m'activer un développement automatique. Voilà, donc j'ai avant, après. Avant, après. Donc on peut dire que c'est plutôt sympa, c'est un bon point de départ. Alors, c'est l'intelligence artificielle que vous pouvez contrôler. Parce que bien sûr, le but n'étant pas d'annihiler la créativité des photographes, mais plutôt de l'aider et le rendre plus simple. Ici, donc, j'ai un développement qui a été appliqué, je peux augmenter son impact ou le réduire si je trouve que c'est trop fort. Donc par défaut, il est à 50%. 100%, oui. Et donc à 200 ou à 0. Voilà, par défaut, il est à 100%. Et je peux affiner les tons, donc le niveau des tons et le niveau des couleurs. Si en termes de tons, je trouve que c'est pas bien ou que c'est trop fort, je peux abaisser l'ajustement des tonalités ou abaisser l'ajustement des couleurs. Donc là, il m'a pas du tout touché les couleurs. Et là, il m'a donné un petit peu de saturation et de vibrance. Nous avons aussi dans les ajustements locaux, le repérage des régions. Donc ici, il m'a retrouvé le ciel et la végétation. Et donc dans les ajustements locaux ici, quand je clique sur la petite flèche, je me retrouve directement dans l'onglet local, avec ici la végétation, puisqu'on voit sur le petit masque ici qui m'a sélectionné le bas. Si je referme le bas, ici il m'a sélectionné le ciel. Donc je me retrouve bien avec les deux régions sélectionnées. Et ici, je peux augmenter le niveau de travail qui a été fait sur ma végétation. Donc si je trouve que ma végétation, je l'avais un tout petit peu plus puissamment vert, eh bien je vais augmenter un petit peu. Comme ceci. Voilà, je vais mettre un petit peu plus fluo pour les besoins de la vidéo. Et mon ciel, je peux lui donner donc une récupération des hautes lumières. Donc là, c'est un peu trop clair. Voilà, pour récupérer un peu des détails, comme cela. Et ici, je peux sélectionner différentes options. Donc, si je veux que Brillance AI se fasse en automatique ou correspondre à développement de mon appareil photo. Donc ici, quand c'est fait avec un Canon Mark II, R6 Mark II, je peux le faire correspondre au développement de mon Canon R6 Mark II. Et ça correspond ici à ce qu'on a ici. Donc ici, par exemple, j'ai les développement type Canon, donc c'est ce que je peux voir derrière selon les presets de mon Canon, donc les styles d'image de mon Canon, ici je peux les retrouver. Voilà, donc sinon on est par défaut sur On1 standard. Donc ici je retrouve la méthode, donc Brillance AI ou l'intelligence artificielle automatique ou autre, donc là on sort de Brillance AI si on fait ça. Si ici Brillance AI je veux la balance des blancs en version nuageux, tungstène, fluorescent avec flash ou tel que photographié. L'application ou pas de l'intelligence artificielle pour supprimer le bruit. Et ici, pour retoucher les visages. Donc là, il était sur activé, j'en ai pas besoin puisque je fais du paysage. Voilà, donc ça, ce sont les options sur lesquelles je veux utiliser, par lesquelles je veux utiliser Brillance AI. Donc ce qui fait qu'on peut tout à fait désactiver ici aussi, par exemple, le côté ajustement local. Si je ne le veux pas. Donc nous avons donc un point de départ rapide et après ça ne m'empêche pas de réajuster ce que Brillance AI m'a créé dans
ton et couleur. Et ici aussi dans le correction du bruit qui m'a fait en version classique. Voilà, donc j'ai mes ajustements locaux qui, comme je le disais tout à l'heure, ont été appliqués et je peux bien sûr venir dessus affiner encore le travail. Voilà, mettre un peu de contraste dans ma région florale. Voilà, et il l'a renommé ici, donc pour nous, donc ce qui est assez pratique. Maintenant, Brillance AI peut se retrouver, bien évidemment, dans le module Browse, donc je voulais pas le faire avant l'heure, mais par exemple ici, si je prends ces deux images-là, et que je clique sur Brillance AI, je fais activer on-off. Donc la traduction française n'est absolument pas bonne puisqu'on a sur et de, donc ça veut pas dire grand-chose. Par contre en anglais, activer ou désactiver, ça veut dire quelque chose. Donc on-off, donc là si j'agis, eh bien vous voyez que mes images ont maintenant un petit icône plus ou moins comme quoi elles ont été ajustées. Si je fais off, elles sont revenues au point de départ. Et là je fais ajuster. Voilà, elles sont de nouveau ajustées. Et si je clique sur ajustement local, j'ai sélectionné on. Donc l'ajustement local va être fait. Et ici, pareil, si je veux que on retouche les visages, non. Le bruit, oui. La balance des blancs, oui. En automatique. Et brillance AI, oui. Voilà. Donc ça veut dire que je peux appliquer Brillance AI appliqué à différentes images directement dans ma grille pour avoir un point de départ ultra rapide. Par exemple, si je veux les trier et puis certaines images sombres, par exemple, ou autres, les éclaircir et les équilibrer un petit peu pour faire un meilleur choix rapide dans mon tri, ça peut être une façon de travailler. Maintenant, vous allez me dire, c'est un peu juste comme limite pour pouvoir utiliser Brillance AI ici. Il n'y a pas beaucoup de paramètres et on est un petit peu coincé. Alors, pour cela, nous avons une bonne nouvelle et On Photoro a fait les choses intelligemment, je pense, parce que quand nous allons dans Préférences, nous avons ici Brillance AI. Brillance AI, nous pouvons paramétrer comment nous voulons que Brillance AI agisse sur nos images. Donc ici, nous avons la balance des blancs, donc la liste de la balance des blancs habituelle que nous avons dans tous les logiciels, hein, donc en plein jour, nuageux, à l'ombre, automatique, tel que shooté. L'application ou non de traitement du bruit à partir de 400, 800, 1600, 3200, 6400 ISO. Donc si vous avez un bon boîtier, vous pouvez tout à fait démarrer à 1600 ou 3200 ISO. Et ici, l'application sur les portraits directement. Donc là, c'est sur les portraits qui sont bien détectables et assez gros sur l'image. Donc ce qui veut dire qu'il y a un étalonnage qui doit être fait par intelligence artificielle. Et à partir du moment où la photo est détectée en tant que portrait, puisque le visage sont suffisamment grands, eh bien, il va agir et développer le portrait automatiquement dans l'onglet portrait du module Edit. Dans Brillance AI, nous pouvons ici régler le niveau d'action. Si on trouve que l'action de Brillance AI est trop fort, on peut le régler à 50 ou 150% si c'est pas assez. Et on peut ajuster le contraste des tons moyens, le contraste, la température, donc plus ou moins chaude ou froide, donc jaune ou bleu de l'image, et la vibrance. Et appliquer les ajustements locaux ou non. Donc si on veut pouvoir gérer ces ajustements locaux soi-même, eh bien on peut simplement désactiver ici. Et si on aime bien activer comme moi je l'aime, pousser un petit peu les contrastes des tons moyens souvent, eh bien on peut augmenter ici un petit peu plus. Et donc nous allons avoir retrouvé cela dans le module Edit du coup. Nous allons retrouver Brillance AI qui va nous qui vont être réglés différemment ici. Voilà. Donc comme ça, on peut paramétrer et étalonner donc Brillance AI selon son désir. Voilà, pour rappel, vous pouvez aussi avoir le film strip ici, avec les images en dessous, en cliquant sur le petit bouton ici, donc avec le film strip, ou en cliquant sur F, d'où raccourci de film strip. Donc comme vous voyez, on n'a plus le module map ou le module comparaison, parce que nous sommes dans le module édition et nous avons plus besoin de trier nos images. Voilà, si je souhaite réinitialiser mes images ici, maintenant nous avons les petites flèches courbées en marche arrière. Si nous sommes OK avec les développements, nous pouvons cliquer OK. Voilà. Donc ça, c'était la grande nouveauté en OnePhotoro pour développer ces images ultra rapidement.
Mais nous n'avons pas encore entièrement fini, puisque dans le module Edit, je vais remettre un petit coup de brillance AI. Voilà. Oups, là c'est un petit peu méchant par contre. Donc on va baisser un petit peu l'action. Donc ça c'est un fichier TIFF. Non, je vais plutôt reprendre un fichier... voilà, fichier DNG que j'avais avant. Voilà. Et ici, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait donc les ajustements locaux que nous avons ici. Mais on peut aller un petit peu plus loin, puisque, comme vous le voyez tout à l'heure, dans les ajustements locaux, on a la végétation et on a le ciel. Mais on n'a par exemple pas les montagnes. Et les montagnes, dans les régions, il est tout à fait capable de les sélectionner. D'ailleurs, si je vais dessus, voilà, là ici, il sélectionne la route, il est capable de sélectionner l'architecture parce qu'il a trouvé la maison, l'avant-plan, l'arrière-plan. Et donc ici, je peux sélectionner montagne. Si je veux la montagne, je sélectionne et je clique appliquer. Il va me trouver la montagne et maintenant j'ai mon curseur montagne. Donc je peux agir sur ma montagne comme vous pouvez le voir. Donc il faut se méfier un petit peu parce que par exemple quand je pousse à fond, ça bave un peu et ça me fait des drôles d'arêtes. Donc évidemment j'ai poussé le bouchon un peu loin, mais donc il faut quand même surveiller. Et ensuite bien évidemment dans local, alors je peux cliquer sur l'onglet ou je peux cliquer directement sur la petite flèche. Il m'amène directement dans dans l'onglet et dans le sous-onglet correspondant à montagne. Ce qui fait que je peux tout à fait corriger les ajustements moi-même de ce que Brillance AI a fait. Donc je reprends le contrôle et puis surveiller si je ne crée pas trop d'artefacts ou si je veux modifier le contraste, les noirs, etc. La structure. Là par exemple j'ai beaucoup de structures, ce qui crée un peu d'artefacts. Voilà, donc on peut donc créer ces régions et directement les faire. Maintenant, en accord, en association avec Brillance, on a les masques. Et vous l'avez peut-être remarqué, le système de calque est un petit peu épuré aussi. Nous avons maintenant les textes dans les calques directement plutôt que dans une forme d'option. Et nous avons donc toujours la possibilité de rajouter un calque, donc une texture, n'importe quoi qui vient de n'importe où sur notre disque dur. Nous avons ici la possibilité de dupliquer le calque, comme c'est là. Ici, avec un petit moins, de supprimer le calque sélectionné. Ici, de rajouter un calque de couleur. Et quand nous avons dupliqué le calque, nous pouvons ici fusionner le calque. Voilà, donc je vais pas mettre trop le bazar dans mes fichiers. Voilà, mais surtout, parallèlement à ça, quand nous cliquons ici, habituellement, nous avions un petit trou denté qui nous ouvrait un panneau. Donc ici, on a toujours les opacités. Mais le panneau, avec toutes les options que nous avions en dessous, effectivement, il était un petit peu trop chargé, on va dire, et un peu trop perturbant. Nous avons maintenant, un peu à l'image de Photoshop, un petit pop-up qui s'ouvre avec 3 onglets, pop-up des propriétés, avec ici Fusion, Masquage et Texte. Pourquoi? Puisque dans Fusion, Blending, nous pouvons choisir le type de fusion, donc de ce qu'on a ici, Brillance AI, donc de ce sous-onglet, donc les modes de fusion exactement comme on a dans tous les logiciels d'éditeurs de pixels, et qu'on peut appliquer où sur donc les hautes lumières, les tons moyens, etc., les magentas et autres, avec le niveau, la plage de couleurs, donc quand on choisit par exemple les tons clairs, on peut choisir une plage de couleurs plus ou moins claire, et ici le rétro-contrôle sur les tons clairs, sombres, la peau, etc. Donc que l'on veut protéger. Dans les zones de masquage, eh bien ici on va agir sur le masque ici. Donc si je mets une densité à 0, il va être tout blanc. Si je mets une densité à 50%, mon masque noir qui ne empêche l'action donc le masque noir empêche l'action de tout ce qui a été fait ici en dessous. Le blanc permet de l'appliquer. Donc là, comme j'ai 50% de gris, donc ma zone qui était noire auparavant, je vais avoir 50% de ce qui est appliqué ici dans mon ciel. Donc ça permet de parfois éviter de faire des arêtes méchantes. Et donc ici, j'ai le flou de bordure. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Feather. Et ici, la fenêtre et le niveau donc d'application. Si dans mon masque ici, je souhaite le visualiser sur mon écran, je peux tout à fait cliquer sur le petit masque ici. Voilà, donc si je retourne, si je dézoome,
Je retourne, donc là je suis sur ma végétation, et je vois bien que j'ai un masque sur ma végétation. Si je veux réduire entièrement le flou de bordure, eh bien on peut voir que j'ai un très léger flou pour éviter les arêtes, mais sinon je vais avoir, si je zoome de près et que je mets une opacité à fond, et que je fais le flou, voilà. On voit qu'on a un dégradé de l'action qui permet d'éviter de faire des artefacts ou de créer des aberrations chromatiques ou je ne sais quoi encore. Voilà. Et donc si j'affiche mon masque encore, eh bien je peux sélectionner comment je veux que mon masque soit fait. Donc là, si je veux manger dans mon masque, si je veux supprimer de mon masque les tons foncés, les tons clairs ou autres, alors ça va être beaucoup plus pour les masques de luminance. Mais donc ça va permettre de tronquer le masque. Voilà, là ici par exemple, je supprime tout ce qui va être un peu gris. Donc ici, je fais une bordure très dure qui est pas conseillé puisque je risque de créer des décalages de couleurs. Ici, on voit que les couleurs, il y a quelque chose qui va pas. Voilà. Ici, on a le masque de plage de couleurs. Et ici, on a les options d'inversion. Ici, le masque de luminance. Voilà, donc j'ai maintenant un masque de luminance qui s'est automatiquement fait. Donc il m'a fait mon image en noir et blanc. Et toujours pareil, les zones qui sont blanches, c'est là où va s'appliquer à 100% les réglages. Et les zones qui sont noires, c'est à 0%. Donc entre les deux, c'est proportionnel au niveau de gris. Ici, je réinitialise mon masque. Je peux copier et coller mon masque. Et ici, donc ça, ce sont les attributs de texte. Donc avec l'apparence, l'alignement, l'espacement, la transformation, la taille, la police, etc. du calque de texte. Mais ici, c'est pas un calque de texte, donc c'est tout grisé, je peux pas agir. Nous avons donc maintenant ce fameux panneau des propriétés qui est plutôt pratique parce que finalement, à chaque fois, si on le laisse flottant comme ceci, à chaque fois qu'on va changer, par exemple, ici je change donc de brillance AI, que je vais sur mon ciel, et bien je peux changer les options. Hop, je peux aller directement sur les montagnes et je peux changer mes options aussi. Donc c'est plutôt pratique. Et la petite croix pour le refermer. Voilà, nous avons fait le tour des plus grandes nouveautés dans le système de développement dans OnePhotoro, mais nous avons encore trois petits détails à voir. C'est ici où nous avons maintenant AI Adaptative Presets, donc les presets adaptatifs par l'intelligence artificielle, et à côté le conseiller de style par intelligence artificielle. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ici, quand je clique dessus, je vais avoir mes styles et les styles dans OnePhotoro. Les styles dans OnePhotoro, c'est les quelques styles qu'OnePhotoro a mis au point et qu'il propose pour nous aider à développer notre image. Donc si je prends par exemple une image non développée, eh bien quand je passe dessus, voilà, je peux cliquer dessus et il va nous proposer voilà, il me dit qu'il va remplacer des réglages, je vais fermer ça, et en fait quand je passe dessus, je peux donner des styles différents. Alors, ne pas montrer encore, parce que sinon il va me le faire à chaque fois. Voilà, et donc tout doucement, je peux faire des styles différents. Et ça, ce sont les styles que le conseiller On1 Team, fait par l'équipe d'On1, me propose dans mon image. Et je peux bien évidemment doser ici, avec le curseur, l'impact du preset. Alors selon les images, on en a plus ou moins. Parce que c'est le système d'intelligence artificielle qui va nous proposer ce qui est le plus à la mode, entre guillemets. Maintenant, OnePhotoro propose encore plus de choses intéressantes, c'est-à-dire que si vous développez, et il faut développer plus de 200 images, par exemple, ici vous avez vos styles, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle regarde comment vous développez votre image, il détecte après plus de 200 photos votre style, et après il vous propose des développements selon votre style. Donc c'est plutôt assez intéressant, parce que ça permet d'aller très vite. Faut-il avoir un style assez constant, mais ça peut être très pratique pour les mariages, les photos de studio, des choses comme ça, puisque on finit par avoir donc un style prédéfini et on peut l'appliquer à plein d'autres images. Mais bon, après on n'a pas forcément besoin de l'intelligence artificielle pour ça. Et ici on a bien sûr donc les styles par intelligence artificielle automatiquement faits. Donc par exemple sur les paysages, ici j'ai des styles par intelligence artificielle qui détectent automatiquement alors, peux passer ma souris dessus, qui détecte automatiquement les régions, etc. Donc c'est un petit peu le prédécesseur de Brilliance AI. Ça, c'était déjà depuis la version 2022, me semble-t-il. Voilà. Un dernier petit détail. Tout à l'heure, je disais que je pouvais mettre dans mes catalogues
un fichier. Donc par exemple ici, si je mets le fichier capture que je fais faire transformer en catalogue, fichier de catalogue, je fais oui. Et maintenant, nous avons les propriétés du catalogue. Et ici, je sélectionne, si je souhaite, les aperçus d'images. Donc, parce que c'est un catalogue, nous allons avoir des aperçus d'images. Le principe du catalogue, c'est de pouvoir avoir tout dans une base de données avec des aperçus qui va faire que ça va s'afficher très rapidement. Donc, on va pouvoir travailler plus vite. Mais surtout, on va aussi pouvoir, quand on va faire des recherches, rechercher à travers l'ensemble des dossiers et des fichiers du catalogue. Parce que tout à l'heure, quand je fais des filtrations, je peux filtrer seulement dans le dossier en cours. Seulement dans le dossier en cours. Par contre, dans mes catalogues, je peux chercher dans tous les fichiers qui sont catalogués parce qu'ils sont indexés. Donc il y a dans la base de données une forme d'annuaire qui me permet de rechercher partout et donc de filtrer dans l'ensemble de mes images. Donc ça veut dire que quand on veut archiver des images, on peut les décataloguer et quand on travaille sur plusieurs projets régulièrement, eh bien on peut les cataloguer pour pouvoir aller plus vite. Et donc dans les options de ce fichier, capture que je vais mettre en catalogage, je peux choisir si je veux les aperçus qui sont directement créés par mon appareil photo, donc qui sont dans mon fichier RAW, si je veux créer des aperçus médium ou si je veux des aperçus de taille standard. Ici, si je veux que ce soit vérifié, que mon dossier soit vérifié, rescanné et remis à jour tous les 30-60 minutes manuellement ou à chaque lancement. Donc au cas où j'ai fait des changements ailleurs sur iPad ou iPhone, puisqu'on peut tout à fait mettre ces fichiers catalogués synchronisés dans le cloud. Donc ça veut dire qu'il faut pouvoir mettre à jour régulièrement. Ici, dans les dossiers catalogués, je peux faire des mots-clés basique ou dans un ordre de préférence ou le désactiver. Et ici, si je veux que mes dossiers catalogués soient publiés dans le cloud avec les originaux ou seulement avec des previews pour que ça aille plus vite, que ce soit plus rapide. Ce qui me permettra de développer sur mon iPad et sur mon iPhone les aperçus. Et en fait, quand je reviens sur mon bureau, sur mon ordinateur de bureau, eh bien, je vais avoir les originaux qui vont être mis à jour avec le développement qui aura été fait sur des aperçus en ligne. Voilà. Mais on peut envoyer les originaux en ligne si on le souhaite. Donc pour cela, il faut bien sûr avoir la formule abonnement de façon à pouvoir surveiller sa synchronisation. Donc par exemple, moi j'ai 8,8 Go en ligne sur 200 et donc je peux voir ici, j'ai le raccourci directement, aller sur mon compte, synchroniser en turbo, en accéléré ou le mettre en pause. Voilà, là je suis en standard. Voilà, je crois que nous avons fait le tour pour toutes les nouveautés d'On1 Photo 2024. Comme vous pouvez le constater, la vidéo est plutôt longue, mais il y a eu plutôt beaucoup de mises à jour, et donc c'était assez long de faire le détail, mais j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos sur ma chaîne Dragon Street Photography. Bye bye YouTube!